moi président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle et un très beau générique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Absolument, très beau générique. Il faut en féliciter Philippe Sinclair. Absolument. Voilà. Merci Philippe et l'équipe de la réalisation en tout cas qui l'a réalisé. Alors en mettant en œuvre la droitisation du projet de loi immigration, la première ministre Elisabeth Borne a perdu peut-être ses derniers soutiens dans le camp présidentiel. Alors sa loyauté au chef de l'État en revanche lui a-t-elle fait gagner à l'inverse quelques mois de sursis? Pour en parler, donc nous sommes en direct et en studio avec vous Alexis justement. Fin probable de bail à Matignon pour Elisabeth Borne. En tout cas ce qu'en disent certains observateurs, le chef de l'État qui préparait la suite, le remaniement qui serait une solution sur la table. Alors votre lancement est parfait, Ilana, à cette seule réserve près que moi, dans ma réponse, je suis méfiant. Pourquoi ? Car nous avons des précédents. C'est vrai que cela fait 1 an qu'un certain nombre de personnes, dans le camp présidentiel, dans la Macronie, on va dire, spéculent sur le remplacement imminent et inéluctable de la Première ministre. Et ça fait 1 an qu'à chaque fois, celle-ci n'est pas remplacée. Ce qui prouve d'ailleurs que, par bien des aspects, aux yeux du président de la République, jusqu'à maintenant, elle fait le job. Vous voyez, même s'il peut y avoir des débats entre eux sur l'utilisation du 49.3 l'an dernier, dans la réforme des retraites, mais jusqu'à maintenant, en réalité, elle a fait le job. Alors, néanmoins, nous faisons du journalisme, nous faisons état donc aussi de rumeurs parisiennes, de rumeurs insistantes. Il y a 2 choses qu'on peut dire. La première, elle est de structure, en quelque sorte, Ilana. C'est le geste fort que le président de la République veut faire à la rentrée de janvier, probablement d'ailleurs plutôt vers le 15-20 janvier, pour s'exprimer devant les Français, reprendre la main sur des thématiques régaliennes. On parle beaucoup d'ailleurs à l'Élysée, je vous dis tout, on parle beaucoup d'un geste néo-chevènementiste, qui serait inspiré au fond par les idéaux républicains, plutôt de gauche, de Jean-Pierre Chevènement, historiquement, qui est d'ailleurs un ami personnel, comme vous le savez, du président de la République, de son épouse. Bon, ils se parlent, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Donc ça, c'est le premier point. Donc, il y aurait donc le désir de changer de cap, au fond, de retrouver quelque chose de l'inspiration originaire du macronisme. Donc ça passerait par un remaniement. Alors voilà, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, dans la dernière séquence, on va dire, l'adoption de ce projet de loi immigration, qui est une sorte de manteau d'arlequin bizarrement taillé, vous voyez, faisant plaisir un peu à tout le monde, faisant plaisir aux LR, bien sûr, qui ont eu le clap de fin, mais faisant plaisir aussi à certains éléments de la Macronie, donc tout ça est un peu compliqué. Et vous avez raison de dire, c'est absolument incontestable sur le plan de l'analyse politique immédiate, que dans cette opération, c'est effectivement la première ministre, c'est Matignon, disons, qui a perdu des plumes. C'est elle qui a dû faire des concessions et c'est elle qui a aussi donné l'impression à un certain nombre de ministres de la Macronie qui se réclament encore de la gauche, entre guillemets, c'est-à-dire en fait d'une inspiration social-démocrate, social-libérale, qu'elle s'est droitisée de manière opportuniste pour avoir les LR avec elle. Pour avoir des LR d'ailleurs qui au départ étaient sur des positions, comme vous le savez, de hardliner. Donc effectivement, quand on a fait ça, généralement, on est, tout au moins provisoirement, entre guillemets, démonétisé. D'où les spéculations. Alors les spéculations, justement, on en parle. Il y a des prétendants au poste peut-être de futurs premiers ministres. En tout cas, on évoque leur nom. Il y a 3 hommes, Alexis. D'abord, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Alors, c'est un fidèle des fidèles d'Emmanuel Macron. C'est un jeune, c'est une personnalité quarantenaire. Donc, en politique, vous savez bien que 40 ans, c'est jeune. Même 50 ans, c'est jeune. On commence à être d'âge mûr, disons, à partir de la soixantaine. Mais avant, en politique, en France, quelqu'un de 40 ans, il a tout l'avenir devant lui, donc c'est un jeune. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il est aussi, même s'il a un passé politique, plutôt du côté du centre droit, il est aussi une créature du macronisme, et on dit ça d'ailleurs c'est pas péjoratif. Très fidèle à Emmanuel Macron. Très fidèle à Emmanuel Macron, et il a probablement, sur certains dossiers internationaux qui tiennent à cœur au président, toute sa confiance. Donc ça, c'est intéressant parce que on ne peut pas dire qu'il va être nommé à coup sûr. C'est un des noms qui est évoqué, sans doute, avec les conseillers de l'Élysée, etc. Très bien. Mais s'il y avait un remaniement qui impliquait le poste d'Elisabeth Borne, vous voyez que je suis très prudent, c'est pas sûr. Si ce remaniement impliquait le poste d'Elisabeth Borne, c'est sûr qu'il a, en quelque sorte, il coche, comme on dit vulgairement, un certain nombre de cases. C'est un fidèle du président, ça c'est important, mais c'est surtout quelqu'un qui représente quelque chose à l'international. Je ne dis pas qu'il a multiplié d'ailleurs les voyages à l'étranger. Je ne dis pas qu'il est archi connu, il ne faut pas exagérer. Oui. Mais en revanche, il pallierait le défaut actuel qui est reproché au macronisme, qui est d'avoir perdu la main sur un certain nombre de terrains, vous le savez bien, de régions du monde qui étaient stratégiques pour l'influence française. On pense notamment, bien sûr, à l'Afrique
équatoriale et occidentale, enfin ce qu'on appelle la zone subsaharienne, sahélo-saharienne, dans le langage des diplomates, et le Levant, la Méditerranée orientale, au sens large, incluant le Golfe Persique. C'est évident que de ce point de vue-là, le Cornu a des contacts dans toutes ces régions qui demeurent stratégiques pour la France, qui constitue d'ailleurs à bien des égards son hinterland, si vous me passez cette expression. Alors il y a Sébastien Lecornu, il y a aussi le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Voilà, alors lui il tient les comptes de la nation, et il a fait d'ailleurs un entretien que j'ai lu avant de venir vous voir, parce que évidemment les gens défendent aussi leur bilan, et dans cet entretien, il se réclame d'un changement de modèle social. Donc on est plutôt, si vous voulez, sur le versant libéral colbertiste. Ça n'est pas de l'ultralibéralisme, personne n'est thatchérien dans ce gouvernement, mais libéral colbertiste de la Macronie, c'est-à-dire, pour le dire autrement, si vous voulez, Ilana, on peut le dire comme ça, le centre droit libéral. Et il se fixe un objectif dans cet entretien, dans un journal important qui s'appelle Le Revenu, vous voyez, qui est lu par tous les décideurs économiques. Il se fixe un objectif très ambitieux, mais dites-vous bien qu'il y a des arrière-pensées. Quand on se fixe un tel objectif fin décembre, alors même qu'on est pressenti éventuellement pour Matignon, on fait passer un message au président. 5% de taux de chômage en 2027. Il est évident que dans la situation actuelle, la France ne peut poursuivre cet objectif de manière raisonnable qu'à condition, en grande partie, d'un changement de modèle social, c'est-à-dire en fait d'aller vers plus de libéralisme, si on va très très vite. Et donc, Bruno Le Maire préempte plutôt cet espace-là. Et enfin, pour terminer, dernier homme, très important sur le point de vue international. Alors, vous avez raison. On va dire que si vous voulez, là, on a une constante de la vie politique française. Les titres, ça compte, mais pas tant que cela. Ce qui compte surtout, c'est les fonctions. Jean-Yves Le Drian a beau ne plus être ministre de la République. Il a été, on le sait, un puissant ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Hollande lui était très attaché, pour toutes les raisons liées d'ailleurs aux ventes d'avions notamment et d'armements français dans un certain nombre de pays du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite. Il a été ensuite un ministre, très apprécié aussi, du président de la République, Emmanuel Macron, qui lui avait simplement demandé de mettre de côté son homme de confiance, Cédric Lewandowski, qui avait été recasé à ce moment-là à EDF. Enfin, il y a quand même de l'estime mutuelle. Et donc, depuis qu'il n'est plus ministre, il a deux casquettes. Il est l'envoyé personnel du président de la République, en réalité, en Arabie Saoudite, chargé du développement culturel des activités de la France en Arabie Saoudite. Ça, c'est depuis 2018. Et il est aussi, et c'est très important dans le contexte actuel que nous évoquons chaque jour à votre micro, chère Ilana, il est aussi l'envoyé spécial et permanent d'Emmanuel Macron et de l'Élysée au Liban. Eh oui, ça c'est un dossier important. Le Liban aura, on ne sait pas encore quel rôle, mais il aura un rôle dans la reconfiguration de la région après la phase, on va dire, strictement militaire de la riposte nécessaire d'Israël contre le Hamas. Ça, c'est une évidence. Et alors, par ailleurs, alors disons-le clairement, moi je le connais depuis longtemps, Le Drian, ça compte énormément pour Macron. Il est fidèle à Macron, ça c'est sûr, mais il est surtout un homme doté d'un carnet d'adresses international presque imbattable. Aujourd'hui, je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il a choisi... Au fond, il a un carnet d'adresses à peu près équivalent à celui de Nicolas Sarkozy. C'est pour vous dire la hauteur de l'influence de l'homme. Oui. Vous voyez ? Donc c'est certainement le favori, en fait, des trois. Je fais toujours très attention. Il faut faire attention à se glisser dans la tête. On n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais il est évident que si on regarde objectivement le jeu, dans l'hypothèse du remplacement d'Elisabeth Borne, Jean-Yves Le Drian possède de très nombreux atouts pour emporter la décision. La seule chose qui peut jouer contre lui, c'est son âge. C'est-à-dire qu'effectivement, il a maintenant 74 ans, vous voyez. Et donc, effectivement, il représenterait un peu un père de la nation à côté de son petit frère Emmanuel Macron. Ça serait une configuration... Non, mais attendez, c'est une configuration qui a existé. Ouais. Mais il serait l'aîné et il possède effectivement une surface d'influence diplomatique internationale extrêmement importante. Mais on peut penser que dans un moment où la France a dévissé ces dernières années, sur le plan international, je veux dire, évidemment, avoir un homme comme ça, c'est un homme ressource, c'est un homme précieux. Même dans ce poste, ça pourrait être signifiant. Évidemment, on verra en janvier. Pour l'instant, n'anticipons pas, vous voyez, mais... Ce ne sont que des hypothèses. Ce ne sont que des hypothèses. Effectivement. Et comme vous savez, souvent les hypothèses ne se réalisent pas en politique. Eh bien, on le verra avec vous, Voilà. Alexis Lacroix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi sur Radio J. On vous retrouve très bientôt. Avec plaisir.